Bonsoir. Installez-vous confortablement et laissez votre esprit s'embarquer pour un voyage. Aujourd'hui, nous allons parler du silence. Ce silence infini, velouté, du cosmos, au sein duquel les étoiles naissent et s'éteignent. Nous avons l'habitude de croire qu'en scrutant cette obscurité, nous cherchons la réponse à une seule question. Sommes-nous seuls dans l'univers? Mais et si nous nous posions la mauvaise question? Et si le plus grand secret que cache le cosmos ne résidait pas dans ce qui y vit, mais dans ce qui existe à côté? Imaginez un instant que l'un de nos télescopes les plus puissants, conçus pour observer le passé de l'univers, ait jeté un coup d'œil, par accident, juste une fraction de seconde, sur le côté, et qu'il ait photographié ce que personne n'aurait dû voir, un fragment d'une autre réalité. L'histoire du soir que nous vous proposons aujourd'hui est celle de cette photographie. Un cliché qui aurait pu tout changer. Préparez-vous à découvrir comment une procédure scientifique de routine s'est transformée en une révélation capable de bouleverser les fondements de notre connaissance du monde. Avant de nous plonger dans le récit lui-même, posons le décor. Comprenons comment fonctionnent les yeux de l'humanité tournés vers l'abîme. Il s'agit des grands observatoires et des télescopes spatiaux. Des noms comme Hubble ou James Webb sont désormais célèbres. Leur mission principale est de collecter la lumière. La lumière d'objets si lointains que leur rayonnement a voyagé jusqu'à nous pendant des millions, voire des milliards d'années. Ce sont, par essence, des machines à remonter le temps. Elles nous montrent à quoi ressemblaient les galaxies dans leur jeunesse. L'une des méthodes d'étude les plus célèbres est ce que l'on appelle le cliché de champ profond. Les astronomes sélectionnent une minuscule parcelle du ciel, totalement obscure et apparemment vide. Puis ils y pointent le télescope pendant des centaines d'heures, recueillant chaque photon, chaque parcelle de lumière. Le résultat? Sur le cliché, là où il n'y avait que du noir, apparaissent des milliers de galaxies. Des milliers de mondes nouveaux. C'est un travail routinier et méticuleux. Les données arrivent sur Terre, sont traitées par des algorithmes complexes, puis analysées par les scientifiques. Et dans ce flux, au milieu de trillions de pixels, les astronomes cherchent la confirmation de leur théorie. Mais parfois, très rarement, ils découvrent quelque chose qu'aucun manuel n'avait pu anticiper. Notre histoire commence à l'observatoire, que nous appellerons Chronos, perché au sommet d'une montagne perdue dans la cordillère des Andes. Là-haut, Tao, dans l'air raréfié, loin de la pollution lumineuse des villes, une équipe d'astrophysiciens menait un projet baptisé Omega Deep Field. L'objectif était ambitieux, mais somme toute classique pour la science moderne. Cartographier le plus précisément possible l'une des plus anciennes régions de l'univers observable. Les mois défilaient, le télescope, docile, fixait le point ciblé, collectant de précieux photons. Les données affluaient vers les serveurs, se transformant en gigaoctets d'informations brutes dont l'analyse prendrait encore des années. C'était un travail presque mécanique, d'une monotonie méditative. Personne n'attendait de surprise. L'univers, malgré toute sa grandeur, obéit à des lois. Et ces lois, les scientifiques de Chronos les connaissaient par cœur. Lors d'une nuit ordinaire, alors que le ciel était d'une clarté cristalline au-dessus de la montagne, le docteur Harry Thorne était de garde. Jeune, mais incroyablement doué dans le traitement de données astronomiques, sa tâche consistait à surveiller l'étalonnage de l'équipement et le traitement initial des images entrantes. C'était la 100e, peut-être la 200e nuit de ce genre pour lui. Le clignotement monotone des écrans, le bourdonnement discret des systèmes de refroidissement et les lignes de code infinies défilant sous ses yeux. Il buvait son café refroidi et parcourait nonchalamment la dernière salve de données collectées au cours des dernières heures d'observation. Et c'est alors, dans un coin d'un de ces milliers de clichés, que son regard fut happé par quelque chose d'étrange. C'était à peine visible, juste quelques pixels qui se comportaient mal.
Il ne ressemblait ni à une étoile, ni à une galaxie lointaine. En fait, il ne ressemblait à rien de connu dans le catalogue des objets célestes. C'était une anomalie. Qu'est-ce qu'une anomalie sur un cliché astronomique, au juste? Pour le grand public, cela peut évoquer quelque chose de mystique. Mais pour un scientifique, c'est une routine quotidienne. L'espace est saturé de perturbations. Un satellite en transit peut laisser une traînée lumineuse. Une particule de haute énergie, ce qu'on appelle un rayon cosmique, en frappant la matrice du télescope, peut créer un point brillant ou un motif étrange. L'équipement lui-même peut défaillir et générer des pixels morts. Les champs gravitationnels d'objets massifs, comme les amas de galaxies, peuvent courber la lumière provenant de sources plus éloignées, engendrant des illusions d'optique connues sous le nom de lentilles gravitationnelles. Tous ces éléments sont des artefacts standards que les astronomes apprennent à identifier et à filtrer. Il existe des suites logicielles entières conçues pour débarrasser les images de ce type de débris. Digis Pecium. Et ce qu'Harris Thorne a vu semblait, à première vue, tomber dans l'une de ces catégories. C'était une structure minuscule, à peine discernable, ressemblant à une toile d'araignée fine et lumineuse. Elle était trop géométriquement régulière pour être du bruit aléatoire et trop faible pour être une étoile. La première pensée d'Harris fut qu'il s'agissait de la trace d'un rayon cosmique ayant frappé le détecteur selon un angle très inhabituel. Il a lancé l'algorithme de vérification standard. Le programme a comparé l'image anormale avec les clichés précédents et suivants. S'il s'était agi d'un rayon cosmique, il aurait été visible sur un seul cliché avant de disparaître immédiatement. Mais la structure était toujours là. Elle était statique. C'était étrange, très étrange. Il a effectué un diagnostic du capteur lui-même. Tous les systèmes fonctionnaient normalement. Aucun dysfonctionnement, aucune surchauffe, aucun écart de la norme. L'anomalie n'était pas dans le télescope, elle était là-bas, dans l'espace. Le lendemain matin, Harris présenta ses trouvailles à la directrice de projet, le docteur Evelyn Reed. C'était une femme d'âge moyen, au regard vif et perçant, réputée pour être l'une des astrophysiciennes les plus méticuleuses et exigeantes du monde. Elle avait dédié sa vie à l'étude de l'univers et ne tolérait ni le dilettantisme, ni les conclusions hâtives. Evelyn jeta un œil à l'image sur l'écran d'Harris, fronça les sourcils et, sans un mot, débuta sa propre vérification. Elle ouvrit la console et commença à taper des commandes à une vitesse fulgurante. Elle vérifia les journaux du télescope pour cette nuit-là. Elle examina les données des capteurs de météorologie spatiale, puis elle lança plusieurs tests complexes afin d'identifier d'éventuels défauts matériels. Son verdict fut rapide et sans appel. C'est une image rémanente, due à une étoile très brillante qui est passée dans le champ de vision lors d'un calibrage il y a quelques semaines, dit-elle sans même regarder Harris. La matrice conserve parfois ces fantômes d'objets particulièrement lumineux, lance le filtre de nettoyage profond et oublie ça. C'était l'explication la plus logique et la plus simple. Le phénomène de Bici-Nervos, de images fantômes, était d'ailleurs bien connu. Cependant, Harris avait déjà vérifié cette hypothèse. Il avait remonté tous les clichés de calibration des 6 derniers mois. Aucune étoile brillante n'était passée par cette zone du ciel. Il tenta de protester, mais le docteur Reed s'était déjà tourné vers son bureau, lui signifiant clairement que la discussion était terminée. Pour elle, l'affaire était classée. La science ne supporte pas les sensations construites sur des données fragiles. Il y a un protocole, il y a des procédures standards, et l'anomalie de Thorne rentrait parfaitement dans la catégorie de l'erreur statistique qu'il fallait éliminer pour pouvoir avancer. Mais Harris n'y parvenait pas. Quelque chose dans cette structure fine et lumineuse le dérangeait profondément. Elle était trop élégante. Il y décelait une logique qui ne pouvait appartenir à un simple bruit de fond aléatoire. Les jours se succédaient,
Mais Harris Thorne n'arrivait pas à se sortir de la tête cette étrange image. Officiellement, il s'acquittait de ses tâches courantes, mais chaque minute libre, chaque soirée, il revenait à son anomalie. Il se sentait hanté, obsédé. Il savait qu'il jouait sa réputation. S'il s'avérait qu'il avait perdu des semaines à courir après un artefact banal, qu'il aurait manqué par manque d'expérience, sa carrière dans la science sérieuse serait compromise, voire terminée. Mais son intuition, ce sixième sens qui distingue le bon scientifique du grand scientifique, lui soufflait qu'il était au seuil de quelque chose de majeur. Il décida d'aborder le problème sous un autre angle. Si ce n'était ni une interférence, ni un objet de notre galaxie, cela pouvait-il être quelque chose d'extérieur, au-delà de ses frontières? Il commença par analyser la lumière émise par cette mystérieuse structure. La spectroscopie, le processus qui permet de décomposer la lumière dans ses couleurs constitutives comme un prisme, permet de déterminer la composition chimique de l'objet, sa température, sa vitesse et sa distance. C'est l'ABC de l'astrophysique. Quand Harris reçut les premiers résultats de l'analyse spectrale, il n'en crut pas ses yeux. Les données n'avaient aucun sens. Le spectre ne correspondait à aucun type connu d'étoiles, de nébuleuses ou de galaxies. Pire encore, il présentait des lignes d'absorption et d'émission qui, selon les lois connues de la physique atomique, ne devraient tout simplement pas exister. C'était comme essayer de déchiffrer un livre écrit dans une langue possédant un alphabet et une grammaire complètement étrangers. Il revérifia les calculs encore et encore, cherchant désespérément une erreur dans ses programmes. Mais l'erreur était introuvable. La lumière provenant de cet objet se comportait comme si elle venait d'un endroit régi par d'autres constantes fondamentales, d'autres lois de la nature. Le décalage vers le rouge est l'un des outils fondamentaux pour évaluer les distances cosmiques. L'expansion de l'univers fait que plus une galaxie est éloignée de nous, plus sa vitesse d'éloignement est si grande. Sa lumière, durant son voyage, s'étire, se décalant vers le rouge, la partie du spectre de plus grande longueur d'onde. En mesurant ce décalage, on peut calculer la distance. C'est le même principe que la sirène d'une ambulance. Le son est plus aigu lorsqu'elle approche et plus grave lorsqu'elle s'éloigne. Le même phénomène se produit avec la lumière. Harris a tenté de calculer le décalage vers le rouge de son anomalie et, une fois de plus, il s'est heurté à l'impossible. Le programme lui renvoyait tantôt une valeur positive, tantôt une valeur négative, et parfois même 0. La lumière de cet objet semblait à la fois s'éloigner, se rapprocher, et rester parfaitement immobile. C'était un non-sens physique absolu. Ça, ce fut le moment exact où la légère inquiétude d'Harris a basculé dans une véritable horreur glaciale. Il était assis seul, au milieu de la nuit, dans le silence total de l'observatoire, fixant des chiffres qui lui hurlaient que l'univers, qu'il avait étudié toute sa vie, n'était peut-être pas du tout agencé comme il l'avait toujours cru. Il décida de prendre un risque. Pour obtenir une image plus claire de cette structure, il devait combiner les données de plusieurs nuits d'observation. Ce processus technique s'appelle le stacking. Cela nécessitait une puissance de calcul colossale. Harris utilisa en secret les ressources du serveur principal de l'observatoire, lançant le traitement sous le couvert d'une simple calibration de routine. Il attendit des heures, pendant que l'ordinateur empilait des centaines d'images les unes sur les autres, éliminant le bruit et amplifiant le signal utile. Et lorsque l'image finale apparut enfin à l'écran, il retint son souffle. La toile lumineuse était désormais beaucoup plus nette, et il était évident qu'il ne s'agissait pas d'une structure chaotique. Elle était faite de nœuds reliés par des filaments. Elle ressemblait étrangement à un réseau neuronal, ou peut-être à la carte d'une ville qui s'illuminerait dans la nuit. Une ville de la taille d'une galaxie. Les mains tremblantes, Harris imprima l'image et la porta jusqu'au bureau du docteur Reid. Sans dire un mot, il déposa la feuille directement sur la table. Evelyn, qui travaillait sur ses dossiers,
leva les yeux, jeta un coup d'œil rapide au cliché, puis un autre, plus soutenu. Son visage, habituellement impassible, se décomposa. Elle prit lentement le document en main, le rapprocha de la lumière. Pendant plusieurs minutes, elle étudia en silence la structure complexe et luminescente avant de reporter son regard sur Harris. Toute trace de condescendance avait disparu de ses yeux. Il n'y avait plus que la sidération, et peut-être la peur. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, à voix basse. Harris lui raconta tout, le spectre aberrant, le décalage vers le rouge impossible, les résultats de l'intégration des clichés. Il parlait vite, confusément, de peur qu'elle ne le croie pas à nouveau, mais Evelyne l'écoutait attentivement sans l'interrompre. Quand il eut terminé, elle garda le silence un long moment, les yeux rivés sur la photo. « Tu réalises ce que cela implique, si tu as raison ?» finit-elle par articuler. Harris hocha la tête. Il comprenait. Si ce n'était pas un objet appartenant à notre univers, cela ne pouvait signifier qu'une chose. C'était un objet, venant d'ailleurs. Une fenêtre. Une déchirure dans le tissu de la réalité, par laquelle ils avaient aperçu quelque chose d'extérieur à leur propre monde. C'était une hypothèse tellement monstrueuse, tellement invraisemblable, que la formuler à voix haute relevait de la folie. Pourtant, il n'existait aucune autre explication qui corresponde à l'intégralité des données recueillies. L'intégralité de la physique connue affirmait qu'un tel objet ne pouvait pas exister. Par conséquent, il existait dans un lieu où opérait une physique différente. Ce jour-là, le projet Omega Deep Field fut officieusement mis en veille. La puissance totale de l'observatoire Chronos fut secrètement réorientée vers l'étude d'une seule et unique parcelle minuscule du ciel. Les semaines qui suivirent furent consacrées à un intense remue-ménage. Harris et Evelyne travaillaient dans le secret le plus absolu, n'ayant mis dans la confidence que quelques-uns de leurs collègues les plus fiables. Ils formaient une équipe de chasseurs de fantômes, s'efforçant de prouver l'existence de quelque chose auquel ils avaient eux-mêmes du mal à croire. Ils vérifièrent l'équipement encore et encore. Ils firent venir des ingénieurs pour un diagnostic complet du télescope, inventant pour l'occasion des prétextes plausibles. Mais l'appareillage était en parfait état. Ils pointèrent ensuite un autre télescope, moins puissant et situé sur un autre continent, vers la même zone du ciel. Et celui-ci enregistra également une anomalie faible, à peine perceptible. C'était la confirmation cruciale. L'objet était réel. Ce n'était pas le fruit d'une erreur instrumentale isolée. Il leur fallait maintenant comprendre sa nature. D'où pouvait-il bien venir ? L'hypothèse d'un autre univers ressemblait à de la science-fiction. La science exige des formulations plus rigoureuses. C'est alors qu'un des physiciens théoriciens qu'ils avaient consulté, un professeur âgé nommé Dr Liam Fin, prononça le mot qui changea tout, Brane. Dans la théorie des cordes, l'un des domaines les plus avancés et complexes de la physique moderne, notre monde tridimensionnel n'est qu'une des nombreuses branes ou membranes flottant dans un espace-temps multidimensionnel que l'on nomme hyperespace. Imaginez une pile de feuilles, des piles de papier. Chaque feuille est un univers distinct avec ses propres lois. Elles peuvent être infiniment proches les unes des autres dans cette dimension supérieure, mais nous, êtres avec une perception tridimensionnelle, ne pouvons ni les voir ni interagir avec elles. Nous sommes confinés à notre feuille de papier. Datana. La théorie prédisait cependant que dans certaines conditions, par exemple lors d'une collision de branes ou de puissantes perturbations gravitationnelles, une fuite était possible. La gravité, ou même la lumière, issue d'une brane univers, pouvait alors se manifester brièvement dans une autre. L'hypothèse du docteur Fein était à la fois élégante et terrifiante. Elle expliquait toutes les anomalies auxquelles Harris et Evelyne étaient confrontés. Un spectre incohérent,
Bien sûr, car la lumière provenait d'un univers régi par des constantes physiques différentes, un endroit où les atomes émettent à d'autres fréquences. Un décalage vers le rouge impossible. Évidemment, l'objet ne s'éloigne pas de nous dans notre espace. Il réside dans une autre dimension. La notion de distance, telle que nous la concevons, lui était tout simplement inapplicable. Quant à cette structure géométrique, régulière, en forme de réseau, c'était peut-être une mégastructure créée par une intelligence ou simplement une formation naturelle obéissant aux lois de cet autre univers. Ce qu'ils observaient n'était pas l'objet lui-même, mais son ombre projetée sur le mur de notre propre monde. C'était l'équivalent d'êtres bidimensionnels, vivant sur une surface plane, observant l'ombre d'un objet tridimensionnel passant au-dessus d'eux. Ils ne pourraient dire jamais comprendre sa forme ni expliquer sa nature, mais ils sauraient indéniablement qu'ils sont confrontés à quelque chose qui dépasse les limites de leur réalité. L'équipe du Chronos venait de se heurter à l'ombre d'une dimension supérieure. Cette révélation était si bouleversante que les scientifiques furent incapables de travailler pendant plusieurs jours. Ils erraient dans les couloirs de l'observatoire, se regardant les uns les autres, tentant de mesurer l'ampleur de ce qu'ils venaient potentiellement de découvrir. L'ensemble du savoir humain, toute notre histoire, nos religions et nos philosophies étaient basés sur l'axiome selon lequel notre univers était la seule réalité existante. Or, sur un simple bout de papier imprimé, il détenait la preuve du contraire. L'humanité n'était pas qu'une civilisation parmi d'innombrables autres dans le cosmos. Elle était l'un des innombrables univers composant le multivers. La prise de conscience s'accompagna d'une immense responsabilité. Que faire d'un tel savoir ? Devait-on le rendre public ? Imaginez les gros titres. Des scientifiques prouvent l'existence de mondes parallèles. Ce n'était pas seulement une révolution scientifique qui se profilait, c'était le chaos. Les piliers religieux, philosophiques et sociaux sur lesquels reposait la société risquaient de s'effondrer du jour au lendemain. Quelle valeur accorder à la vie humaine s'il existe un nombre infini d'univers abritant une infinité d'autres êtres ? À quoi bon nos lois et notre morale si, juste à côté, dans une autre dimension, des règles totalement différentes sont en vigueur ? Evelyn Reed, en tant que directrice, prit une décision lourde de conséquences. Cette information ne devait absolument pas dépasser le cercle restreint de leur petite équipe. Du moins, pas pour l'instant. Il leur fallait accumuler davantage de données, obtenir des preuves irréfutables, avant même d'envisager de partager cette découverte avec le monde. Le travail se poursuivit dans le plus grand secret. Ils baptisèrent le projet du nom de code, Fantôme. Chaque jour, ils braquaient leur télescope sur l'anomalie, cherchant à déceler le moindre changement. Et il y en avait. La structure n'était pas entièrement statique. Elle scintillait imperceptiblement, elle pulsait, comme si elle respirait. Parfois, certaines de ces parties s'éclaircissaient, tandis que d'autres s'estompaient. Les scientifiques émirent l'hypothèse que cette fenêtre entre les mondes était instable. Ils n'apercevaient que des flashs aléatoires, de brefs instants où le voile séparant les réalités s'amincissait. Ils tentèrent de trouver une logique derrière ces pulsations, de les relier à des événements dans notre propre univers, des sursauts gamma, des ondes gravitationnelles. Mais il n'y avait aucune corrélation. La vie de fantôme obéissait à ses propres rythmes qui leur restaient totalement incompréhensibles. C'était à la fois frustrant et absolument fascinant. Harry Thorne était obsédé par une conviction. La lumière émise par le fantôme n'était pas qu'une simple image, mais de l'information pure. S'il s'agissait d'une civilisation avancée, n'était-il pas en train de transmettre des données ? Il a commencé à appliquer des méthodes de cryptanalyse aux pulsations lumineuses, cherchant désespérément des schémas non aléatoires, l'ébauche d'un code. Il a mobilisé les algorithmes de reconnaissance de formes les plus puissants, décortiquant les moindres variations de luminosité et de couleur. La majorité de ces tentatives s'est avérée vaine. Le scintillement chaotique
demeurait intrinsèquement chaotique. Mais un jour, après des mois de labeur incessant, l'une de ces programmes a finalement donné un résultat. Elle a détecté dans le signal une figure complexe, répétitive, un motif fractal. Sokoni. Les fractales sont des structures mathématiques qui se reproduisent à l'identique, quelle que soit l'échelle. On les trouve dans la nature, dans les flocons de neige, le tracé des côtes ou le système circulatoire. Cependant, la fractale découverte par Harris était d'une complexité ahurissante. Elle recelait une quantité astronomique d'informations. Cela n'évoquait plus un phénomène naturel, mais bien l'œuvre d'une intelligence. C'était comme si quelqu'un, de l'autre côté, utilisait ce code fractal pour nous transmettre un message. C'était une percée. Il n'avait plus seulement l'image d'un autre monde. Il détenait un contact potentiel. Mais quel était ce message? Le déchiffrer s'avérait impossible. Il aurait fallu maîtriser la physique et les mathématiques de cet univers lointain sur lesquels reposait ce code. C'était une serrure dont il n'aurait jamais la clé. Mais le simple fait de son existence changeait absolument tout. Cela signifiait que le fantôme n'était pas une simple anomalie naturelle. C'était un artefact, ou du moins, il portait les marques indubitables d'une activité intelligente. Là, au-delà du voile, quelque chose ou quelqu'un existait. Et cette entité était capable de manipuler le tissu de la réalité à un niveau que l'humanité ne pouvait même pas concevoir. La découverte du motif informationnel a marqué un tournant décisif. Il détenait désormais quelque chose de bien plus important qu'une simple anomalie. C'était la preuve de l'existence non seulement d'une physique différente, mais potentiellement d'une autre forme d'intelligence. Evelyn Reed réalisa qu'il ne pouvait plus garder cela secret au sein de leur petit groupe. Les risques étaient bien trop grands. Et si un autre observatoire tombait sur le même objet et publiait les données avant eux, sans en saisir la véritable signification, il fallait agir, mais avec prudence. Elle contacta par des canaux chiffrés la direction du consortium scientifique international dont faisait partie l'observatoire Chronos. Elle ne révéla pas tous les détails, se contentant de faire allusion à la découverte d'un phénomène qui échappait aux explications du modèle standard de la physique, et demanda une réunion d'urgence au plus haut niveau. Aptomt. La rencontre eut lieu 2 semaines plus tard à Genève, dans le secret le plus absolu. Seules quelques personnes étaient présentes, les directeurs des plus grandes agences spatiales, quelques lauréats du prix Nobel de physique, et des représentants des structures gouvernementales chargées de la science et de la sécurité. Evelyn et Harris présentèrent leurs données. Ils montrèrent les clichés, les graphiques d'analyse spectrale, les calculs de décalage vers le rouge, et enfin le motif fractal dissimulé dans le signal. Un silence de mort s'installa dans la salle. Les scientifiques et les responsables, habitués à traiter avec des données mesurables et intelligibles, fixaient l'écran, affichant un mélange de perplexité totale et de respect. Ils posèrent des questions, tentèrent de trouver une faille dans les calculs, cherchèrent des explications alternatives. Mais chaque explication terrestre possible avait déjà été vérifiée et écartée par l'équipe de Chronos. À la fin de la présentation, il ne restait plus un seul sceptique. Tous comprenaient qu'ils assistaient à un moment historique. Pour la première fois, l'humanité obtenait une preuve réelle, mesurable, de son absence de solitude. Pourtant, cette solitude n'était pas brisée de la manière attendue. Ce n'était pas l'arrivée d'un vaisseau extraterrestre, mais une lumière faible, à peine perceptible, venue d'une autre dimension. La décision prise ce jour-là fut sans appel et unanime. L'information devait être classifiée, non par malveillance, ni dans le cadre d'un quelconque complot mondial, mais par simple sens des responsabilités. L'humanité n'était pas prête. Révéler une telle connaissance au grand jour, sans la moindre préparation, risquait de provoquer une réaction en chaîne imprévisible. On parlait de panique généralisée, de guerre de religion,
voire de l'effondrement de l'économie mondiale. Avant d'en parler au monde, il était impératif de comprendre la nature exacte de ce qu'ils avaient découvert. Quel était cet univers? Quelles étaient ses intentions, s'il en avait? Cette fenêtre était-elle stable? Y avait-il un risque que quelque chose la traverse? Les questions s'accumulaient plus vite que les réponses. Un projet international et ultra secret fut immédiatement mis sur pied. Il reçut le même nom de code: Fantôme. Son objectif? L'étude approfondie et exhaustive de l'anomalie. Il regroupa les plus grands esprits de la planète, physiciens, mathématiciens, cryptographes, linguistes, et même des philosophes et des anthropologues. Tous les grands télescopes du monde, qu'ils soient terrestres ou spatiaux, furent secrètement réquisitionnés pour surveiller cette zone mystérieuse du ciel. Officiellement, le projet Omega Deep Field fut démantelé pour cause de problèmes techniques insurmontables. Quant aux données recueillies par l'observatoire Chronos, elles furent extraites et placées dans des archives hautement sécurisées. Harry Thorne et Evelyn Reed, les deux découvreurs, devinrent les chefs de file du projet Fantôme. Leur vie bascula à jamais. Ils n'étaient plus de simples astronomes, ils étaient désormais les gardiens de la plus grande énigme de l'histoire de l'humanité. Les années s'écoulaient. Le projet Fantôme opérait dans le silence le plus absolu, invisible au reste du monde. Les scientifiques avaient réussi à faire des avancées notables. Ils avaient notamment appris à prédire les brefs instants où cette fameuse fenêtre devenait plus transparente. Ils avaient tant pu cartographier avec plus de précision la partie visible de la structure, une entité qui s'avérait véritablement colossale, s'étendant sur une zone d'espace comparable à plusieurs superamas de galaxies. Ils confirmèrent que cette structure n'appartenait pas à notre univers. Elle ne prenait aucune part à son expansion. Elle donnait l'impression d'être peinte sur la toile de fond, l'arrière-plan immuable derrière lequel se jouait le drame de notre propre cosmos. Mais la question cruciale demeurait sans réponse. Qu'est-ce que c'était? Et qui ou quoi se cachait derrière ce signal informatif? Les cryptographes s'acharnaient sur le décryptage du code fractal, mais sans le moindre résultat. C'était l'équivalent d'essayer de décrypter le sens de guerre et paix, en ne disposant que d'une seule page rédigée dans une langue totalement inconnue. Les linguistes et les anthropologues élaboraient des centaines de modèles d'une intelligence potentiellement autre, s'efforçant d'anticiper sa logique, mais cela restait de la pure conjecture, des prédictions dans le marc de café. Un mode de pensée ayant évolué dans un univers régi par des lois physiques différentes pourrait être à ce point étranger au nôtre que tout contact serait, par essence, impossible. C'était la forme de solitude la plus profonde et la plus angoissante qui soit, se tenir devant la fenêtre d'un autre monde, en apercevoir la lumière et réaliser que l'on ne pourra jamais ni se faire entendre, ni comprendre l'être qui se trouve de l'autre côté de cette vitre. Harry Thorne, qui avait déjà bien passé la quarantaine, revenait sans cesse à cette nuit passée à l'observatoire. Une nuit qui avait irrémédiablement scindé son existence en deux, le avant et le après. Il avait fait la plus grande découverte de l'histoire, mais il lui était impossible de la partager. Il détenait la vérité sur l'univers, mais était contraint de vivre dans le mensonge. Ce secret pesait sur lui comme un fardeau insupportable. Parfois, il se disait qu'il aurait mieux fait de tout mettre sur le compte d'une erreur technique et d'oublier. Mais il revoyait ensuite les derniers clichés du fantôme, cette lueur froide et irréelle, et il comprenait qu'il n'aurait pas pu agir différemment. En science, il n'y a pas de retour en arrière. Une connaissance, une fois acquise, ne peut pas être désapprise. Il se demandait souvent ce qui se trouvait de l'autre côté. Une civilisation si ancienne et si puissante qu'elle aurait maîtrisé le voyage interdimensionnel. Ou était-ce simplement un phénomène naturel, un jeu d'ombre et de lumière à la frontière de deux réalités distinctes? Ou peut-être
Et c'était l'idée la plus terrifiante. Savaient-ils que nous étions là? Et si ce n'était pas nous qui les regardions, mais eux qui nous observaient à travers cette minuscule fenêtre qui venait de s'ouvrir par accident? Cette hypothèse était la plus angoissante de toutes. L'humanité, avec toutes ses guerres, ses ambitions et son agitation, n'était peut-être qu'un simple objet d'étude pour un être infiniment plus ancien et plus sage. Une souris de laboratoire, ignorant tout de l'existence du scientifique qu'il observe derrière la vitre du terrarium. Cette métaphore le hantait, même dans ses rêves. En prenant la tête du projet Fantôme, Evelyn Reed a vu le poids de ses responsabilités s'alourdir considérablement. Non seulement elle devait coordonner le travail scientifique, mais il lui fallait aussi interagir en permanence avec les représentants des gouvernements. Elle voyait à quel point la connaissance du fantôme transformait les gens. Certains y voyaient une menace pure et simple. L'inconnu, après tout, est toujours source de peur. Ils exigeaient la mise au point d'une arme capable de fermer cette fenêtre, ou du moins de les protéger d'une éventuelle incursion. D'autres, à l'inverse, percevaient le fantôme comme une source d'opportunités illimitées. Si nous pouvons nous infiltrer d'un univers à l'autre, cela signifie que le transfert d'énergie et d'informations devient possible. Cela promettait de résoudre tous les problèmes de l'humanité, crise énergétique, maladie et même la mortalité. Evelyn devait manœuvrer entre ces deux extrêmes, entre la paranoïa la plus totale et une foi naïve dans le miracle. Elle insistait sur le fait que leur unique mission était l'étude, comprendre et non utiliser, observer et non interférer. Toute action imprudente, toute tentative de frapper à la fenêtre pourrait entraîner des conséquences catastrophiques et totalement imprévisibles. Ils avaient affaire à des forces qui dépassaient de largement l'entendement humain. La meilleure stratégie était donc une prudence maximale. Ils étaient comme les premiers humains face au feu. Ils pouvaient réchauffer et protéger, mais aussi tout réduire en cendres. Et avant même d'essayer de le maîtriser, il fallait l'observer longuement et attentivement, et ce, à bonne distance. Un jour, alors qu'il passait en revue l'énième série de données, un jeune analyste du projet remarqua quelque chose d'inédit. Sur la trame familière du fantôme, un détail minuscule, jusque-là invisible, était apparu. C'était un petit point sombre, parfaitement rond. Une tache. Comme si quelque chose masquait une partie de la lumière émanant de cet autre monde. On crut d'abord qu'il s'agissait d'un simple artefact de données. Mais les vérifications confirmèrent que la tache était bien réelle. Elle était là. Et elle se déplaçait lentement, très lentement. C'était le premier événement dynamique qu'ils enregistraient après des années d'observation. Jusqu'alors, tout ce qu'ils avaient aperçu était statique ou ne faisait que pulser de manière chaotique. Or, ceci était un mouvement cohérent et directionnel. Les chercheurs du projet Fantôme retinrent leur souffle. Les ordinateurs se mirent à calculer la trajectoire de l'objet. Il progressait d'un nœud du réseau lumineux à un autre. Sa taille, selon des estimations préliminaires, était comparable à celle de notre propre système solaire. Qu'était-ce? Un vaisseau? Une planète? Une forme de vie se déplaçant dans son propre milieu? Il n'y avait aucune réponse. Il n'y avait qu'un pur émerveillement, presque primordial. Ils observaient la vie d'un autre monde. Ils étaient les témoins d'un événement se déroulant dans une autre réalité. Le déplacement de cette tache obscure dura plusieurs mois. Puis, elle s'immobilisa près de l'un des nœuds les plus brillants du réseau et disparut. Simplement dissoute, comme si elle n'avait jamais existé. Nul ne savait ce que cela signifiait. Mais cet événement renforça chez les scientifiques la conviction que ce fantôme n'était pas un simple motif céleste. C'était un lieu vivant, changeant, qui respirait. L'histoire de cette tache sombre devint un nouveau chapitre classifié dans les archives du projet Fantôme. Pour le grand public, l'univers restait immuable. Les gens continuaient de mener leur petite vie, ignorant que les fondements mêmes de leur réalité
étaient déjà fissurés. Les scientifiques extérieurs au projet poursuivaient inlassablement leur théorie sur la matière noire et l'énergie sombre, tentant d'expliquer les anomalies dans le mouvement des galaxies. Ils étaient loin de se douter qu'une partie de ces phénomènes était peut-être le fruit d'un écho gravitationnel émanant d'une brane universelle voisine. Les philosophes, quant à eux, continuaient de débattre du sens de la vie, sans réaliser que la notion même de vie pourrait être bien plus vaste et diverse qu'ils ne l'imaginaient. Zjasobit. Pendant ce temps, quelque part, haut dans les montagnes, dans le silence d'un observatoire, ou au cœur de dizaines d'autres centres secrets à travers le monde, un petit groupe d'individus persistait à regarder par la fenêtre. Ils étaient les premiers émissaires de l'humanité dans le multivers, des observateurs silencieux postés au seuil de l'infini. Leur mission était la plus cruciale, mais aussi la plus solitaire au monde. Ils étaient les gardiens d'une connaissance qui, un jour, sauverait peut-être l'humanité, ou la détruirait. Ils n'en savaient encore rien. Ils observaient, simplement, et ils attendaient. Ils attendaient que Fantôme leur fasse de nouveaux signes, qu'un autre rayon de lumière, porteur du mystère d'un autre monde, s'infiltre à travers le voile de la réalité. L'un des défis philosophiques les plus ardus auxquels les participants au projet furent confrontés était la question de l'unicité. Si le multivers existe, il est alors probable qu'un nombre infini de copies de chacun de nous existe aussi. Quelque part, dans un autre univers, vous avez fait un choix différent et votre vie a pris une trajectoire autre. Dans un monde, vous êtes devenu un héros. Dans un autre, un scélérat. Et quelque part, vous n'êtes tout simplement pas né. Cette idée, connue sous le nom d'interprétation des mondes multiples de la mécanique quantique, minait les fondements mêmes de l'identité et du libre arbitre. Si toutes les possibilités sont réalisées dans des mondes parallèles, quelle est alors la valeur du choix que nous faisons ici et maintenant ? Harry Thorne y a longuement réfléchi, parvenant finalement à sa propre conclusion. Même s'il existe une infinité de ses doubles, la seule vie qu'il possède est celle-ci. La seule réalité sur laquelle il peut agir, c'est la sienne. La connaissance d'autres mondes ne dévalue pas le nôtre. Au contraire, elle le rend encore plus précieux, parce qu'il est notre monde, et la responsabilité qui en découle repose uniquement sur nous. Cette pensée l'aidait à supporter le poids du secret. Il n'était pas seulement le gardien d'une vérité, il était le défenseur de son monde. Un protecteur contre une connaissance à laquelle son monde n'était pas encore préparé. Peut-être que là résidait sa véritable mission. Non pas d'ouvrir la porte vers une autre réalité, mais de s'assurer qu'elle demeure close jusqu'à ce que l'humanité soit prête à jeter un œil à l'intérieur, sans sombrer dans la folie face à ce qu'elle y découvrirait, et la photo elle-même. Ce tout premier cliché, pris à l'observatoire Chronos, celui par lequel tout avait commencé. Elle était conservée dans une archive cryogénique spéciale, à l'abri de toute influence extérieure. Elle était devenue une sorte d'artefact sacré, la relique d'une nouvelle religion secrète dont les scientifiques du projet Fantôme étaient les seuls adeptes. Parfois, Evelyn Reed, dans ses moments de doute ou de profonde fatigue, descendait à l'archive et la contemplait. Sur cette image granuleuse, presque dépourvue de détails, capturée en noir et blanc, se trouvait condensée toute la puissance et le mystère du cosmos. Un seul petit cliché qui contenait à la fois le plus grand triomphe de l'esprit humain et son écrasante défaite face à l'infini. Elle lui rappelait la fragilité de notre monde, la mince frontière qui sépare la connaissance de la folie, l'ordre du chaos. Tata-tum, et elle lui rappelait aussi que le plus grand mystère de l'univers ne réside pas là-bas, dans les galaxies lointaines ou les autres dimensions. Le plus grand mystère, c'est nous, nous-mêmes. Notre capacité à nous émerveiller, à chercher, à nous poser des questions et à ne pas craindre les réponses, aussi incroyables soient-elles. Cette photo n'était pas juste un instantané d'une autre réalité.
C'était un miroir dans lequel l'humanité voyait pour la première fois son véritable reflet, celui d'un enfant minuscule et curieux, debout sur le rivage d'un océan cosmique sans limite. Et cet enfant venait tout juste de commencer sa traversée. Cette conférence touche à sa fin. L'histoire que nous vous avons racontée n'était qu'une fiction. À ce jour, nous n'avons aucune preuve concrète de l'existence d'autres univers. Mais cela ne signifie pas qu'elles n'existent pas. Les hypothèses de pointe de la physique, comme la théorie des cordes ou la théorie de l'inflation, suggèrent que le multivers n'est pas un simple fantasme. C'est peut-être la conséquence logique des lois qui régissent notre propre monde. Peut-être qu'en ce moment même, à cette seconde précise, un autre astronome, similaire à notre Aristorne de fiction, est penché sur son écran et observe quelque chose qui ne colle pas avec notre vision habituelle du cosmos. Quelque chose qui serait le premier signe venu d'au-delà de nos frontières. La science est un mouvement perpétuel vers l'inconnu. Chaque découverte n'est qu'une porte entr'ouverte sur des mystères encore plus grands, et la pensée la plus fascinante est celle-ci. Les plus grandes révélations, celles qui bouleverseront notre perception de la réalité, sont encore à venir. Elles attendent leur heure, dissimulées dans les profondeurs du cosmos, dans les équations griffonnées sur le tableau noir d'un théoricien ou dans le simple reflet inattendu sur un cliché de télescope. Elles attendent que nous soyons prêts à les percevoir. Et lorsque ce jour arrivera, l'humanité devra répondre à nouveau aux questions fondamentales. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Et où allons-nous? Mais à ces questions s'en ajoutera une nouvelle, la plus capitale. Sommes-nous seuls, dans le multivers? Ainsi, nous avons parcouru le chemin allant d'une simple anomalie sur un cliché à une hypothèse qui bouleverse notre conception même de la réalité. Nous avons vu comment la quête scientifique, mue par la curiosité d'un seul individu, peut déboucher sur une découverte capable de secouer les fondations de notre civilisation. L'histoire du projet Spectre est celle du plus grand mystère et d'une responsabilité colossale. Elle nous rappelle que l'univers est infiniment plus vaste et complexe que tout ce que nous pouvons concevoir. Et peut-être que les miracles les plus stupéfiants ne se cachent pas dans les étoiles lointaines, mais littéralement à un pas de nous, derrière le voile invisible d'une autre dimension. Ce que nous considérons comme l'unique réalité existante pourrait n'être qu'une seule page dans le livre infini de la création. Merci d'avoir passé ce moment avec moi, voyageant jusqu'aux limites de notre compréhension. J'espère que cette histoire vous aura donné matière à réflexion et malgré tout, que vous passerez une nuit calme et un sommeil profond. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains voyages au cœur de la science et des mystères. Laissez un pouce bleu si cette histoire vous a plu. Et maintenant, la question principale que je veux vous poser, si vous aviez été à la place du Dr Reid et que vous aviez fait cette découverte, quelle aurait été votre décision? Auriez-vous tout révélé au monde, au risque de provoquer le chaos? Ou auriez-vous gardé le plus grand secret de l'histoire pour préserver la stabilité de l'humanité? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Bonne nuit.